traite aujourd'hui le surpeuplement dans les milieux carcéraux, les activités culinaires au goéland, le comité taille graffiti de la ville de Sherbrooke et on a entrevu Mme Pascale Bilodeau de l'école primaire de Sainte-Famille. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de notre bulletin de nouvelles. La surpopulation des centres correctionnels est devenue un enjeu majeur. Les tensions engendrées par cette situation accentuent les risques encourus par les agents et perturbent l'organisation des institutions pénitentiaires. Lausia Beaulieu, Camille Évé et Virginie Nadeau se sont penchées sur le sujet. L'enjeu majeur actuellement dans les centres correctionnels est le surpeuplement causé par l'arrivée massive de détenus. Nous sommes allés interviewer Régis Bernier, policier communautaire de l'école de la Montée-Lebert, pour en savoir plus sur le sujet. Est-ce que ça serait préférable d'ouvrir de nouveaux centres correctionnels ou de mettre en place des programmes de réhabilitation pour les détenus? Peut-être que de nouveaux centres correctionnels soient aussi nécessaires, mais je ne suis pas certain que ça serait vraiment la solution idéale. C'est comme dire, bon, on va ouvrir plus de prisons, fait que là, on va être en mesure de gérer plus de prisonniers. Oui, mais ça demande quand même plus de personnel, ça demande quand même plus de budget, ça demande quand même, puis c'est un peu comme peut-être noyer le problème. Vraiment d'investir dans la réhabilitation plutôt. Pas nécessairement d'investir en argent, mais d'investir, avoir des idées, hein, peut-être des jeunes comme nous autres, amener des bonnes idées par rapport à ça, justement. Ben, tu sais, s'il y a tant de criminels dans la société, c'est parce que cette société-là, quelque part, est malade. Il y a quelque chose qui fait en sorte que les gens ont de la misère à fonctionner en société, fait qu'ils sont poussés vers le crime. Maintenant que nous savons précisément de quoi s'agit le surpeuplement en centre correctionnel, nous sommes plus en mesure de trouver des moyens efficaces pour contrer ce phénomène. Il reste à savoir si les autorités et le gouvernement vont faire quelque chose. C'est Virginie Nadeau, Camille Évé et Lausia Beaulieu pour la salle des nouvelles à l'école Lebert. Plusieurs jeunes auront bientôt leur diplôme. Certains seront confrontés à la vie en appartement et feront face à plusieurs nouvelles responsabilités, comme la gestion de leur alimentation. Émilie Normand est allée voir les cuisines collectives, une initiative du centre Le Goéland. Faire face à la vie en appartement comprend de nombreux défis, comme la gestion d'un budget équilibré, une autonomie plus grande et des repas santé. Pour tenter de résoudre ce problème, l'école Le Goéland a créé des ateliers culinaires dans le but d'aider les jeunes à leur future vie d'adulte. Quels sont les avantages pour les jeunes de participer à ce projet? Il y en a plusieurs. Nous, au départ, on voulait structurer les jeunes dans leur autonomie parce que ici, on a une clientèle de jeunes adultes qui vivent souvent en appartement et qui avaient de la misère à se débrouiller au niveau de l'alimentation de tous les jours. C'est plus difficile pour eux de savoir quoi manger, comment bien manger avec un budget souvent restreint. Qu'est-ce qui vous a poussé à monter cet atelier culinaire? Pour impliquer les jeunes, pas juste leur faire découvrir en leur apportant à manger, mais aussi leur faire découvrir en leur montrant comment manger. Parce que moi, je dis souvent à mes jeunes puis à mes profs, et ils trouvent ça très drôle, on peut nourrir quelqu'un en lui apportant du poisson, on va le nourrir pour une journée. Mais si on lui montre à pêcher, on le nourrit pour la vie. Donc, c'était un peu ça qu'on voulait faire. Avez-vous remarqué des changements positifs auprès des jeunes? Oui, beaucoup. Je trouve que la première fois qu'ils sont arrivés, les jeunes là, dans mes cuisines, ils n'étaient pas très à l'aise. Ils ne connaissaient pas la plupart des ingrédients ou comment travailler avec le matériel qu'on leur proposait. Puis déjà, la deuxième fois, c'était mieux. La troisième fois, il y avait encore plus confiance. Puis là, on dirait qu'ils sont chez eux. Là. Il y a quelques années, des cours étaient offerts aux jeunes pour les instruire, comme l'économie familiale et l'éducation à la vie économique. Depuis leur disparition, nous devons nous tourner vers des industries privées comme Métro pour devenir autonomes. Nous pouvons constater que ce projet est très bénéfique pour les jeunes, mais surtout qu'il y a une demande très grandissante pour ce type de cours. C'était Émilie Normand à l'école Lebert pour la salle des nouvelles. Les graffiteurs sherbrookois pourront désormais exprimer leur art de façon légale. Ces mêmes artistes urbains font des pieds et des mains afin d'exprimer leurs couleurs, mais souvent de façon illégale. C'est pourquoi le comité Tag et Graffiti de la ville de Sherbrooke a lancé son nouveau projet au prolongement du boulevard de Portland. Notre journaliste Jenny Lefebvre a rencontré la présidente du projet d'art mural, Mme
Chantal L'Espérance. Nous sommes allés interviewer Mme Chantal L'Espérance au sujet du projet Sherbrooke vers l'avenir. Alors, en fait, il y a une piste multifonctionnelle pour les vélos, les marcheurs qui passent en dessous du carrefour giratoire pour que ce soit sécuritaire. Et on parle d'une grande surface, là. Et donc, il y a des murs de chaque côté. Il y a aussi la partie arrondie de chaque côté du carrefour giratoire. Et donc, ce sont des parois de béton. Et on veut l'offrir aux graffiteurs, justement, pour qu'ils nous fassent des œuvres intéressantes, mais quelque chose, finalement, qui pourrait durer au moins 5 ans dans le paysage. Donc, on a un thème, évidemment, si on veut que ça puisse s'enchaîner, même si chaque artiste, même si chaque collectif d'artistes ont leur style, bien, on veut quand même qu'il y ait une certaine harmonie. Donc, ça s'appelle Sherbrooke vers l'avenir, VERT. Donc, ça donne tout de suite consonance, développement durable, protection de l'environnement, transport actif. C'est même pas de la mauvaise volonté, c'est qu'ils ne savent pas, puis ils ont envie, ils savent qu'ils ont des idées, ils voudraient quand même, puis ils sont quand même bons, mais ils ne savent pas qu'il y a des endroits qui sont autorisés. Alors, on fait aussi de la sensibilisation sur le terrain. Donc, finalement, on regarde un axe complètement différent que des approches qu'il peut y avoir dans d'autres villes. C'est une approche beaucoup plus, je pense, beaucoup plus proactive. C'est le mot qui est le plus juste. L'important pour contrer les tags et les graffitis, c'est de nettoyer tout de suite. Donc, ça montre qu'il y a une surveillance, qu'il peut y avoir des caméras. Alors, donc, ça permet justement, ça donne un signal qu'on ne tolère pas. Puis, en même temps, bien, on rappelle aux commerçants qu'il y a aussi des murs autorisés. C'était Jenny Lefebvre, Sarah Gaudreau et Tommy Levasseur pour la salle de nouvelles. Compte en commun un tableau volé pendant la Seconde Guerre mondiale, Vladimir Poutine et le premier ministre de l'Islande? Eh bien, ils sont tous les trois associés à des fuites de capitaux dans des paradis fiscaux. Le scandale des Panama Papers, comme on l'appelle, a débuté lorsqu'une source anonyme a remis au Consortium international des journalistes d'investigation plus de 11 millions de documents financiers provenant du cabinet panaméen d'avocats Mossack Fonseca. Des centaines de personnes y sont dénoncées, telles que des politiciens, des sportifs, des stars du cinéma et bien d'autres encore. Cette nouvelle fiscale a constitué un véritable séisme dans la vie politique de nombreux pays, incluant le Canada. Environ 11 000 migrants campent à Idomeni, un village grec situé à quelques mètres de la frontière macédonienne. Le 10 avril dernier, plusieurs centaines d'entre eux ont tenté de forcer le passage de la frontière gréco-macédonienne avant d'en être empêchés par les autorités. Ces dernières ont lancé des bombes lacrymogènes et ont tiré des balles en caoutchouc afin de les repousser. De nombreux migrants ont été blessés, dont une trentaine d'enfants âgés de 5 à 15 ans. La plupart présentaient des problèmes respiratoires après avoir été exposés au gaz lacrymogène. De plus, 3 enfants de moins de 10 ans ont été blessés à la tête par les balles en caoutchouc. Il y a quelques semaines, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il prévoyait importer des États-Unis du lait diafiltré. Il s'agit d'un lait ayant été filtré à plusieurs reprises pour obtenir un produit ultra-protéiné. Au Canada, il est utilisé dans la fabrication de yogourts ou de fromage. Les producteurs laitiers sont contrariés de cette nouvelle puisque ces importations entrent au pays sans normes de contrôle et surtout, ils sont exemptés de payer des taxes. On parle de pertes financières d'environ 200 millions de dollars pour les producteurs de lait du pays. À peine 4 mois avant la tenue des Jeux olympiques d'été à Rio de Janeiro, au Brésil, l'ancien bosseur Jean-Luc Brassard a choisi de quitter son poste de chef de mission. En février, l'ancienne gloire du ski acrobatique avait évoqué une possible démission si le Comité olympique canadien ne réagissait pas convenablement aux allégations de harcèlement sexuel qui pèsent sur l'ancien président Marcel Aubut. Ce n'est pas la première fois que Jean-Luc Brassard exprime son désaccord avec les décisions du Comité olympique. Toutefois, il est impossible de connaître les réelles motivations derrière cette démission surprise. Après la pause, les volets culturels et sportifs de la commission scolaire de la région de Sherbrooke, plein feu sur Danielle Bérard, enseignante en art de la scène à l'école de la Montée, et entrevue avec
Pascal Bilodeau de l'école primaire Sainte-Famille. C'est le défi 530, faut aller s'entraîner, manger santé, il est 7 heures. Lola, réveille-toi. Ah oui, Adam, c'est l'heure de te lever. Faut que tu fasses beaucoup d'exercices aujourd'hui, puis que tu manges santé. Ah ouais, debout, il est 7 heures. Non, on est samedi. T'aurais dû voir avant défi 530. Ici Chantal L'Espérance, présidente du comité tag et graffiti de la ville de Sherbrooke. Je suis aussi présidente de l'arrondissement Jacques-Cartier. Vous êtes à l'écoute de la salle des nouvelles. L'arrivée massive de réfugiés au pays force les établissements scolaires à adapter leur structure d'accueil rapidement. C'est le cas pour l'école Sainte-Famille qui a accueilli des jeunes immigrants, forçant la création simultanée de 3 classes d'immersion en français. Noémie Vien s'est entretenue plus tôt avec la directrice Pascal Bilodeau. Bonjour. Bonjour. Dans le fond, dans le passé, vous n'aviez pas de classe d'accueil, mais maintenant vous en avez un. On sait que c'est un gros défi. Qu'est-ce que ça va poser comme défi de créer ces classes d'accueil-là? Qu'est-ce que ça a posé comme défi? En fait, la plus grande partie du défi par rapport aux classes d'accueil ici cette année, c'était leur arrivée en plein milieu de l'année. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a pu prévoir dès le début de l'année, qu'éventuellement on aurait 1, 2, 3 groupes, prévoir les enseignants, prévoir les classes, prévoir le matériel. On n'a rien pu prévoir de tout ça. Donc, la grande difficulté, c'était que quand on a ouvert la première classe au mois de novembre, c'était vite, ça prend une classe. Ensuite, il y a eu décembre, le congé des fêtes, au retour des fêtes, rapidement une deuxième classe, rapidement une troisième classe après. Donc, la grande difficulté, ça a été l'arrivée comme de 3 classes en l'espace d'à peu près 4 mois là, d'école. C'est bon. À cause de ces nouvelles classes, vous avez dû mettre en place un programme linguistique, scolaire et social. Diriez-vous que c'est un programme qui est réussi? C'est un beau programme. C'est un programme qui jette les bases du français et d'une intégration sociale. C'est sûr que c'est pas un programme qui fait des enfants qui parlent parfaitement français. Hein? Le reste, l'apprentissage d'une langue, ben, c'est 7 ans, à peu près. Fait que c'est du temps. On va les intégrer ensuite en classe régulière et le roulement va se prendre. Fait que, est-ce que c'est une réussite? Je pense que c'est un programme qui est adéquat pour l'objectif visé, c'est-à-dire les intégrer le plus rapidement possible, tout de même dans les classes régulières. Ah, ben c'est vraiment ok. La première classe d'accueil est arrivée au mois de novembre et nous savons que certains jeunes ont vécu des horreurs. Mais est-ce que c'est un problème d'intégration des jeunes ici envers les autres jeunes? Est-ce que c'est un problème? C'est un beau défi à cause de l'espace-temps, comme je t'ai dit tantôt. Un problème? Non, ils ont hâte de s'intégrer avec les autres jeunes. Ouais, c'est sûr qu'on prend le temps.
Merci. Ben, ça me fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Oui. Cheese! Et voilà! Souriez! Quelques élèves de secondaire 5 se sont rendus à New York du 21 au 24 avril. Durant ce voyage, les élèves ont visité de nombreux attraits touristiques. Léonie Vallière et William Cyr ont fait partie du voyage et ils vous présentent les plus beaux moments. Nous avons accompagné les élèves de l'école de la Montée-Lebert qui, pour une 4e année consécutive, partaient pour New York. Voici quelques images. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York. Ils sont allés visiter le musée d'histoire naturelle dans lequel ils ont filmé une nuit au musée et ils se sont ensuite rendus à Central Park et au zoo. Ils ont aussi fait une croisière sur le Zephyr et sur le fleuve Hudson. Right through the very heart of it. New York, New York. Ils ont aussi fait l'ascension du Top of the Rock pour avoir une vue panoramique de Manhattan. De plus, ils se sont aussi rendus au Chinatown sur la 5e avenue, Times Square, School of Rock, Broadway et Harlem, où ils ont assisté à une messe gospel. Top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it. Ce voyage rempli de rebondissements restera sans aucun doute gravé dans leur mémoire. C'était William Cyr et Léonie Vallière pour la salle des nouvelles. Le 30 avril prochain, Simon Chouanière, étudiant en 5e secondaire en santé globale, participera à un combat d'exhibition de Muay Thai à l'école d'arts martiaux Singh Pravach. Catherine Perrault et Nicolas Blanchette se sont rendus sur les lieux. Nous sommes présentement à l'école d'arts martiaux Singh Pravach, où se déroulera, le 30 avril prochain, le combat d'exhibition de Simon Chouanière. Bonjour, bon, c'est Pareil Gym, vous pouvez pratiquer 7 arts martiaux différents, la boxe thaïlandaise, la boxe, le Kali, la capoeira, les arts martiaux mix, le jiu-jitsu brésilien et la lutte olympique. Où est-ce que tu te rends dans ce sport? J'espère me rendre à un stade où c'est pas trop dangereux de faire un combat, mais rester à un bon niveau. Surtout du sparring comme un show d'exhibition le 30 avril. Je vais voir à quoi ça ressemble comme premier combat. Puis je vais voir si je suis capable d'aller plus loin. Le boxe thaï, ça remonte à l'époque médiévale. Il vient du Cabri-Cabron qui était l'art martial de combat que les Thaïs utilisaient pour se battre contre les autres pays avoisinants. Les Thaïs nous appellent les phalanges. Quand les phalanges sont arrivés, il y en a qui faisaient de la boxe, il y en a qui savaient se battre, fait qu'ils ont commencé à compétitionner un peu contre les Thaïs. Pour plusieurs élèves, le cégep constitue la suite logique au secondaire. Et plusieurs d'entre nous ont déjà reçu les réponses concernant leur demande d'inscription. Abla El Awad et Mao Juma ont questionné des jeunes pour connaître leur plan de carrière. La fin de l'année approche et déjà plusieurs élèves pensent à leur futur. Nous sommes allés questionner quelques élèves sur ce sujet. La question est, dans quel programme pensez-vous aller à la fin de votre secondaire? Moi, je me suis inscrite au 24 juin en technicienne en pharmacie. Aller à Jonquière en arts et technologies des médias. Je vais aller au cégep de Champlain en sciences humaines. Je vais aller, en sciences humaines, profil psychologie au collège Champlain. Aller en sciences humaines en administration. Génie civil en technique. Et voilà. Je suis inscrit en technique de génie mécanique l'année prochaine au cégep de Sherbrooke. En sciences humaines, profil psychologie au cégep de Sherbrooke. Je vais en technique de tourisme d'aventure à Gaspé. Technique de génie mécanique.
Oreillette et communication. Index au cégep de Sherbrooke. Je m'en vais au cégep, je vais prendre une année sabbatique, puis après ça, l'année d'après, je vais retourner en sciences humaines au cégep. Il ne faut donc pas lâcher, il ne reste que 2 mois. Ici à Blablabla, des membres juments pour la salle de nouvelles. Le 26 avril dernier a eu lieu la remise des prix d'excellence, prix remis à des enseignantes pour leur excellent travail. Danielle Bérard, enseignante en art de la scène, a remporté ce prix pour honorer son travail remarquable. Marc-Étienne Boisvert est allé interviewer Danielle Bérard pour en savoir davantage. Le 26 avril dernier, Danielle Bérard a reçu le prix de l'excellence pour son formidable travail. Nous sommes allés l'interroger pour faire le point. Qu'est-ce qui vous a poussé il y a 10 ans à créer la vocation hors de la scène? Il y a 10 ans, je faisais déjà du théâtre, j'enseignais au régulier et il y avait beaucoup d'intérêt pour les élèves qui auraient aimé ça en faire depuis le secondaire 1 parce qu'à l'époque, il y avait du théâtre juste de secondaire 3 à 5 à l'école Saint-François. À l'école Lebert, il n'y en avait pas à Saint-François. Que représente pour vous la nomination au prix de l'excellence? La nomination pour moi a été une surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est sûr que ça fait chaud au cœur de voir que les gens ont pensé à toi pour ce prix-là. C'est surtout, je pense que j'ai mis tout mon cœur dans ce projet-là parce que c'est comme un peu mon bébé. Les arts de la scène, j'étais là au départ, puis c'est comme un projet qu'on voit grandir au fil des ans. Puis pour moi, de reconnaître le travail que j'ai fait derrière tout ça, c'est valorisant. C'était Marc-Étienne Boisvert à l'École Lebert pour la salle des nouvelles. C'est ici que notre bulletin de nouvelles se conclut. À la réalisation, Danica Dubéruel et Sarah Maud Jeté. Et au pupitre, Océane Perron et moi-même, Catherine Poirier-Picard. Le bulletin de nouvelles est une réalisation de plus de 30 étudiants de secondaire 5. Prenez le temps de consulter le générique, vous verrez les noms de tous les collaborateurs. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine!